la France sera toujours pertinente. Des civilisations comme la Chine ou la Russie connaissent des cycles de prospérité et de déclin répétés. D'autres, comme le Japon ou l'Iran, conservent une importance régionale siècle après siècle après siècle. La France appartient à la deuxième catégorie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est située à l'extrémité de la plaine d'Europe du Nord, nichée contre les Alpes et les Pyrénées pour se protéger. Cela signifie qu'elle possède une capacité de défense et une richesse en ressources naturelles similaires à celles de l'Argentine ou des États-Unis. Économiquement, elle est prête à rivaliser. Le système éducatif français, son industrie du tourisme et l'immigration de talents sont solides, et ils ont peut-être les meilleurs diplomates étrangers de la planète. Ces conditions assurent que la France demeure un acteur géopolitique majeur. Mais à la fin des années 2020, les voisins de la France vacillent. L'économie allemande, tournée vers l'export, subit une grande insécurité énergétique. Les services publics britanniques manquent cruellement de moyens et l'Italie croule sous la dette. La dernière fois qu'une telle situation est arrivée, Napoléon a dominé pendant 20 ans. La France va-t-elle laisser passer cette opportunité unique ? Les conflits internes, la hausse de la dette publique et l'absence de leadership efficace sont des obstacles. Analysons le prix à remporter. La France affiche le pourcentage le plus élevé au monde d'électricité produite par l'énergie nucléaire, avec 70%. Il dispose de 56 réacteurs opérationnels qui produisent 144 gigawatts d'électricité sans carbone pour leurs citoyens. Ils ont accompli cela en développant à grande échelle un modèle standardisé de réacteurs à eau pressurisée. Et cette standardisation présente de nombreux avantages. Elle réduit les coûts de construction, simplifie les processus réglementaires et crée un marché du travail florissant où les opérateurs deviennent très familiers avec un seul modèle mais peuvent travailler sur plusieurs sites. La France bénéficie ainsi de l'intensité carbone la plus basse parmi les pays développés grâce à la faible empreinte carbone du nucléaire. Alors que l'Allemagne a passé les 2 dernières décennies à fermer ses centrales nucléaires et à brûler davantage de charbon, le président français Emmanuel Macron a annoncé des plans pour 6 réacteurs supplémentaires d'ici 2050 avec un potentiel allant jusqu'à 14. Les ménages français paient certains des tarifs d'électricité les plus bas d'Europe et moins de la moitié du coût en Allemagne. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les Français qui regardent que la télévision et utilisent un climatiseur. La France devient ainsi une puissance économique potentielle. Les industries besoin à forte consommation d'énergie, comme la chimie mais aussi la sidérurgie et la fabrication, choisissent la France pour ses coûts énergétiques plus bas tout en répondant à leurs initiatives écologiques. Le deuxième sidérurgiste mondial investit 1,7 milliard à Dunkerque pour réduire ses émissions de carbone, encouragé notamment par l'électricité bas carbone et abordable en France. Mais il ne s'agit pas seulement de maintenir les usines en activité. Les faibles coûts de l'électricité en France en font également une puissance numérique. Les centres de données consomment d'énormes quantités d'électricité et le pari nucléaire de la France pourrait être essentiel pour l'une des industries à la croissance la plus rapide au monde. Si vous en avez assez d'entendre parler de l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas le seul. C'est une technologie intéressante qui a le potentiel de remplacer quelques emplois, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de transformer complètement l'économie. La France pourrait être l'un des premiers pays à vivre ce changement. La contrainte à la croissance de ce secteur, ce ne sont pas les ingénieurs talentueux, ce ne sont pas les GPU, et ce n'est pas le capital, c'est l'énergie. Nous construirions probablement des clusters plus grands que ce que nous pouvons actuellement si nous pouvions obtenir l'énergie nécessaire pour le faire. Les grands centres de données utilisent énormément d'électricité. Les plus grands fournisseurs de cloud planifient leurs extensions en fonction de l'accès à une électricité bon marché et ont des projets publics pour construire des clusters qui consommeront à eux seuls 1 gigawatt entier. L'entraînement de grands modèles d'intelligence artificielle demande beaucoup de puissance de calcul. La phase d'entraînement de GPT-3 a consommé plus de 1200, 80 kWh, soit assez pour alimenter une maison américaine typique pendant 120 ans. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors que plusieurs équipes poursuivent l'avènement d'une super intelligence avancée, les besoins en énergie vont exploser. Certaines projections suggèrent que nous aurons besoin de grappes consommant des gigawatts d'électricité. J'ai même vu des estimations de plus de 100 gigawatts pour un seul entraînement au début des années 2030. Cela ferait du réseau nucléaire français un atout stratégique d'une importance potentiellement mondiale.
L'électricité stable, bas carbone et surtout à faible coût du pays en fait un lieu idéal pour les immenses centres de données qui seront nécessaires pour entraîner et faire fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle avancés. Avec le financement, ils pourraient accroître leur capacité nucléaire aussi vite que tout autre pays. C'est particulièrement crucial dans le contexte de l'Union européenne. Alors que d'autres pays européens peinent avec leur sécurité énergétique, la France pourrait devenir la puissance intelligence artificielle du continent. Tout comme elle exporte de l'électricité vers ses voisins, la France pourrait également devenir un exportateur net de puissance de calcul en intelligence artificielle. Le gouvernement français semble prendre conscience de ce potentiel, en engageant plus de 1,5 milliard de dollars dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle, mais les enjeux ici dépassent le simple aspect économique. Cela pourrait aller jusqu'à la sécurité nationale. La nation qui développera la super-intelligence artificielle en premier pourrait obtenir un avantage insurmontable en économie, en technologie et potentiellement en capacité militaire. Après les États-Unis et la Chine, la France semble la mieux placée pour saisir l'opportunité. En plus de son électricité, la France possède également le seul autre laboratoire d'intelligence artificielle avancée qui ne se trouve pas dans l'une des deux puissances mondiales. Mistral, start-up française d'intelligence artificielle, a récemment été valorisée à 6,2 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds. Même si elle peut théoriquement sortir et concurrencer mondialement, il se peut qu'elle n'en ait pas besoin. Elle pourrait simplement l'emporter en Europe sous la protection de la réglementation de l'Union européenne. La France et l'Allemagne sont les deux piliers du pouvoir dans l'Union européenne. En tant que membre fondateur et deuxième économie de l'Union européenne, la France exerce une influence considérable à Bruxelles. Face aux difficultés économiques de l'Allemagne et à la sortie du Royaume-Uni après le Brexit, la France saisit l'occasion de diriger la politique européenne. Emmanuel Macron défend une vision ambitieuse de l'autonomie stratégique pour faire de l'Union européenne une puissance géopolitique rivalisant avec les États-Unis et la Chine. La France veut profiter de son rôle dans l'Union européenne. En matière de défense et de sécurité, la France plaide pour une politique de défense commune de l'Union européenne, voire même pour une armée européenne. La France est la première puissance militaire de l'Union européenne et est le seul État nucléaire après le Brexit. En réussissant, cela renforcerait l'industrie de défense française et accroîtrait son influence politique dans le bloc. Elle soutient des politiques fiscales intégrées et a joué un rôle clé dans la création du fonds de relance post-Covid de 750 milliards de dollars. Mais elle se positionne aussi pour être aux commandes de l'intelligence artificielle en Europe. La France a mené les initiatives de l'Union européenne pour réguler les grandes entreprises technologiques. La loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques portent une empreinte distinctement française. Le plaidoyer de la France pour une initiative cloud européenne et sa volonté d'une fiscalité numérique à l'Union européenne montrent encore son influence sur la stratégie numérique du bloc. Apple fait actuellement l'objet d'une enquête pour violation de la Digital Markets Act en raison de sa relation avec les développeurs d'applications qui exercent leurs activités sur le système d'exploitation iOS et pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial. Google, Microsoft et Facebook ont aussi été surveillés de la même manière. La France fait face à des défis pour ses ambitions européennes. Les États frugaux du Nord s'opposent fréquemment aux initiatives françaises pour accroître les dépenses et l'intégration de l'Union européenne, tandis que les membres de l'Est craignent de perdre trop de souveraineté au profit de Bruxelles. Mais si la France parvient à surmonter ces objections, son influence au sein de l'Union européenne pourrait lui permettre de s'imposer comme une puissance économique et réglementaire dans un monde multipolaire. Dans les vidéos précédentes, nous avons évoqué les falaises démographiques qui touchent la plupart du monde développé. L'Allemagne, le Japon, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni connaissent tous un vieillissement rapide. Cela entraîne une pression énorme sur les services publics et des défis pour la croissance. La France n'est pas à l'abri de ces vents contraires. Leurs taux de natalité sont inférieurs au seuil de renouvellement des générations, mais pas aussi bas que ceux des pays que je viens de mentionner. Cependant, les services publics français sont parmi les plus généreux au monde, exerçant ainsi une forte pression sur leurs finances. La dette publique française atteint 112% du produit intérieur brut, dépassant largement la moyenne de la zone euro à 95%. La France enregistre des déficits budgétaires de façon continue depuis les années 1970, les dirigeants successifs hésitant à mettre en place des coupes budgétaires impopulaires ou des hausses d'impôts significatives. La crise financière de 2008 et la Covid-19 ont accentué le problème.
le président Macron vise à ramener le déficit à 3% du produit intérieur brut d'ici 2027, mais cela ne sera pas facile. Les coupes budgétaires seront difficiles, étant donné l'attachement profond de la France à son modèle de services sociaux. Ils devront également assouplir le marché du travail. La réforme des retraites, portant l'âge de départ de 62 à 64 ans, va dans le bon sens, mais cela risque d'être insuffisant. Comme l'Argentine, la France pourrait bénéficier de la privatisation des entreprises publiques pour lever des fonds. Mais la France devra aussi développer des politiques favorisant la croissance, pas seulement réduire les coûts. La politique monétaire de la Banque centrale européenne sera aussi cruciale. Les faibles taux d'intérêt de la dernière décennie ont maintenu des coûts de dette gérables. Mais la hausse des taux met tous les pays très endettés sous pression. La France ne fera pas défaut. Sa dette, principalement à long terme et en euros, limite ses risques de refinancement et de change. Une réduction efficace de la dette libérerait des ressources pour investir et offrirait une marge budgétaire face à de futures crises. Il faudra du courage politique, de l'ingéniosité économique et de l'unité pour relever ce défi avec succès. Mais il n'est pas sûr que la France ait un dirigeant prêt à prendre la relève pour réussir. Emmanuel Macron est très impopulaire. La stratégie de son parti centriste pour les récentes élections a été de le tenir à l'écart du regard du public. La gauche détient le plus de sièges, mais c'est un groupe hétéroclite de communistes, écologistes et socialistes. Et Jean Mélenchon n'est pas sympathique. Le Rassemblement national, positionné à droite, a une minorité active. Mais comme Trump aux États-Unis, une grande faction refuse de voter ou de collaborer avec eux. C'est profondément divisé, mais il y a deux grandes idées sur lesquelles les Français sont largement d'accord. 76% disent que les choses en France vont dans la mauvaise direction. 65% disent que les choses dans l'Union européenne vont dans la mauvaise direction. C'est un mauvais signe pour le centrisme modéré. Cette polarisation signifie qu'il sera difficile pour les Français de se mettre d'accord sur la direction qui les mènera au salut. Je serais surpris que la majorité s'accorde pour réduire les dépenses et régler la dette. Je ne prédis pas un Frexit, mais je pense que c'est le principal soutien. Un risque pour l'avenir de la France. Le marché du travail est aussi un défi majeur. Il présente l'une des productivités les plus élevées au monde, mais fait face à un chômage persistant. Les protections de l'emploi en France sont parmi les plus fortes du monde développé. Leurs contrats à durée indéterminée rendent les employés notoirement difficiles à licencier, ce qui conduit à un marché du travail à deux vitesses. Ceux qui ont un emploi stable et ceux bloqués dans des contrats précaires de courte durée. Ce système, tout en offrant une sécurité à certains, a contribué au taux de chômage obstinément élevé de la France. Cela nuit également à la compétitivité des entreprises françaises qui n'osent pas embaucher massivement pour se développer, de peur de recruter la mauvaise personne et de se retrouver dans l'impossibilité de la licencier. Les conventions collectives couvrent un chiffre impressionnant de 98% des travailleurs français contre une moyenne de seulement 54% dans l'Union européenne. Cela assure une grande protection des travailleurs, mais limite la flexibilité et complique l'adaptation des entreprises aux évolutions économiques. Des réformes récentes ont tenté d'y répondre. Les réformes du travail de Macron en 2017 ont facilité les licenciements et décentralisé la négociation collective. Il y a aussi la réforme des retraites de 2023, dont nous avons parlé plus tôt. Les travailleurs ne céderaient en fait que si la France atteignait l'avenir le plus idéalisé de l'intelligence artificielle. Si cela entraîne la disparition des emplois de col blanc, la mode française, le luxe et d'autres industries artisanales devront alors employer la population. Bien que la voie française vers le succès en 2030 soit loin d'être garantie, les problèmes que je viens d'énumérer pâlissent en comparaison de ceux des pères de la France. Je ne peux pas finir la vidéo ici. Il serait réducteur de simplement évoquer l'intelligence artificielle et la technologie sans mentionner les autres grandes opportunités que la France peut saisir. Cela débute par leur influence sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les relations diplomatiques de la France en Afrique et au Moyen-Orient remontent à l'époque du colonialisme. En Afrique du Nord, l'Algérie reste un partenaire énergétique clé. En 2022, l'Algérie a fourni environ 11% des importations françaises de gaz naturel. Cette relation devrait se renforcer avec la signature d'un accord entre la Société énergétique nationale algérienne Sonatrach et le groupe français Engie pour augmenter les exportations de gaz vers la France. En allant au sud, l'influence française au Sahel est essentielle. L'opération Barkhane, la campagne anti-insurrectionnelle française, a mobilisé plus de 5000 soldats à son apogée.
Bien que l'opération ait officiellement pris fin en 2022, les forces françaises restent actives dans la région, protégeant non seulement contre le terrorisme, mais assurant aussi l'accès de la France à l'uranium au Niger, essentiel pour son programme d'énergie nucléaire. Au Mozambique, le géant français de l'énergie Total développe un projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars, l'un des plus grands d'Afrique. En Ouganda et en Tanzanie, la société réalise le projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, qui sera le plus long oléoduc chauffé au monde. Au Moyen-Orient, la France a collaboré avec les Émirats arabes unis. La France dispose d'une base militaire permanente à Abu Dhabi et en 2021, les Émirats arabes unis ont signé un accord de 19 milliards de dollars pour acheter 80 Rafales français. En 2018, l'Arabie saoudite et la France ont conclu des accords de 18 milliards de dollars dans l'énergie, l'eau et la défense. L'entreprise française Électricité de France est en pourparlers pour construire 6 réacteurs nucléaires dans le Royaume, un projet d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Ce réseau de relations sera crucial dans la décennie à venir. La France doit concilier influence, accusation de néocolonialisme et adaptation à l'ordre mondial changeant. Après le Brexit, la domination des services financiers en Europe est à saisir. Harris devient le successeur du statut que Londres détenait comme capitale financière de l'Europe. Dans les 5 années qui ont suivi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Harris a attiré des milliers de nouveaux emplois dans le secteur financier directement liés au Brexit, juste derrière Dublin. John Pierpont Morgan Chase a acquis une nouvelle salle de marché à Paris. Bank of America a fait de Paris son nouveau siège européen du trading. Goldman Sachs a aussi fortement augmenté ses effectifs locaux. L'autorité bancaire européenne a quitté Londres pour Paris en 2019, renforçant le statut de la ville comme centre réglementaire majeur. Ce déménagement crée des emplois et renforce l'influence sur la régulation financière de l'Union européenne. Cela ajoute une industrie clé à l'économie diversifiée de la France. En plus du nucléaire, la France est un leader mondial dans de nombreuses industries. Elle est classée numéro 1 mondial pour les arrivées de touristes internationaux. L'industrie des produits de luxe en France est sans égale dans le monde, combinant un savoir-faire séculaire avec une maîtrise moderne du marketing. LVMH, Kering et Hermès dominent ce secteur mondialement. LVMH a annoncé un chiffre d'affaires de 79 milliards de dollars en 2022, en hausse de 23% sur un an. L'industrie aérospatiale française est aussi essentielle à son économie. En 2022, Airbus a livré 661 avions commerciaux, dépassant Boeing et devenant le premier constructeur mondial. L'importance du secteur s'étend à Safran, Paul et Dassault, formant un écosystème solide d'innovation. À l'avenir, les entreprises françaises seront leaders en aviation verte, exploration spatiale et mobilité aérienne urbaine. L'industrie française de la défense est également parmi les plus avancées au monde, un exportateur clé et un pilier essentiel de l'autonomie stratégique du pays. Le Rafale, chasseur de combat, connaît un vrai succès avec des ventes récentes en Grèce, Croatie et l'accord historique avec les Émirats arabes unis. Certaines de ces industries seront inévitablement confrontées à des vents contraires à l'avenir, mais l'essentiel est que l'économie française est suffisamment diversifiée pour y faire face. Et même si le Frexit devait avoir lieu, ces entreprises internationales seraient mieux placées pour absorber ce changement que d'autres pays de l'Union européenne. Merci à ceux qui ont demandé cette vidéo, dites-moi en commentaire qui vous voulez voir ensuite et regardez notre vidéo sur l'Allemagne.